Hey les amis, j'espère que vous allez bien, c'est Fractal et aujourd'hui on va vous parler de qu'est-ce qu'il faut regarder quand on achète une voiture, quand on est en working holiday. Nous ça fait un mois qu'on est tout simplement à Melbourne. Et ouais, du coup avant moi j'y connaissais rien du tout, c'est ma première voiture que j'ai achetée. Et donc on va vous parler de tout ce qu'il faut savoir tout simplement pour pas faire des erreurs. En tout cas nous ce qu'on a appris pendant ces un mois de recherche de voitures. Donc déjà pour trouver des voitures, le site principal c'est Gumtree. Alors Gumtree c'est en gros le bon coin australien globalement. Donc il faudra peut-être changer votre téléphone sur la région australienne pour pouvoir avoir l'application sur votre téléphone. Mais sinon c'est accessible sur internet. Vous tapez Gumtree, vous allez trouver tout de suite. C'est une application gratuite. Voilà, et vous pouvez trouver toutes les offres. C'est comme le bon coin, mais juste en Australie. Et donc là vous allez pouvoir sélectionner vos critères, vos modèles, etc. Pour trouver la voiture de vos rêves. Et la clé c'est la rapidité, parce que tout simplement les voitures elles partent en une journée. C'est-à-dire que l'annonce est passée le soir, donc les gens rentrent vers 5h du boulot. Donc dès qu'on voit une voiture qui nous plaît, tac, on les contacte par SMS, on essaie d'avoir le créneau le plus rapidement possible le lendemain matin et on va voir tout simplement la voiture. Et les premiers arrivés, premiers servis, ça marche comme ça en Australie. Donc en gros on peut arriver, si le mec n'a pas eu trop de demandes, on peut négocier peut-être le prix, mais souvent ça part au prix au maximum qui a été posé, parce qu'en gros souvent quand il y a une voiture qui est bien, c'est pas le cas tout le temps, mais quand il y a une voiture qui est bien, généralement il y a 10 personnes derrière toi et si tu la prends pas maintenant, elle va partir. Oui, ce qui est important aussi de savoir, c'est qu'il vaut mieux contacter les personnes par téléphone directement, pas via le site Gumtree avec le système de messagerie qu'ils ont, parce que finalement les gens ils voient pas directement les messages sur Gumtree, alors que si on leur envoie vraiment sur leur téléphone portable, direct ils peuvent te répondre. Nous, on a eu une voiture qui nous est passée sous le nez à cause de ça, parce qu'on n'avait pas contacté la personne via le téléphone, mais via le site, et les personnes ne sont pas assez souvent sur le site pour vérifier s'ils ont des messages ou pas. Voilà, ouais. Dès qu'il y a une voiture qui est vraiment intéressante, elle est vraiment demandée, contacter les personnes directement par téléphone, ça a été le truc qui a fait qu'on a pu avoir la voiture qu'on veut aujourd'hui. Avant on passait par l'application parce qu'on n'avait pas pris de numéro australien encore, on s'en était pas occupé. Et en fait du coup toutes les voitures nous passaient sous le nez. Donc ça a été vraiment un truc qui a vraiment fait de la différence. Donc après quand on va voir la voiture, donc on contacte le gars et après il y a pas mal de choses à savoir, notamment la registration, donc ça s'appelle la Rego en anglais, et donc il faut parler tout de suite avec le gars comment ça se passe. Parce qu'en fait il faut savoir de quel état la voiture a été homologuée, et en fonction de ça, ça va changer beaucoup de choses. Il y a plusieurs Rego, et sachant que si c'est pas la Rego actuelle, il y a possibilité de la transférer vers la Rego où on est actuellement. Par exemple là on est à Melbourne, on est dans le Victoria, donc on peut ramener par exemple n'importe quelle voiture dans le Victoria, mais ça prend plus de temps, c'est une galère et tout ça. Donc nous ce qu'on vous conseille c'est de prendre une Rego plutôt sérieuse. Genre justement le Victoria par exemple, il y a forcément un contrôle technique lors de la vente du véhicule, donc ce qui fait que quand on négocie le véhicule, on va pas se retrouver avec une poubelle. Et le test est vraiment assez poussé, c'est pas juste un test technique habituel, il y a vraiment c'est un test costaud en tout cas au Victoria. Il y a pas mal de backpackers sur internet qui recommandent les Western Australia Rego. Parce qu'il n'y a vraiment aucune contrainte. En gros c'est le nord, et globalement en fait il y a zéro test technique, zéro contrainte pour la vente. Alors évidemment du coup si vous arrivez en Australie et que vous voulez une voiture rapidement sans avoir un test technique etc, c'est ça qu'il faut prendre. Mais nous à chaque fois qu'on en a vu c'était des poubelles. Mais alors quand je dis des poubelles, c'est un truc de fou. C'est genre on tourne les pneus et genre les pneus frottent contre la tôle quoi. Genre des trucs incroyables, les phares tombaient. Genre Mélanie elle dit est-ce que les phares marchent? Déjà je me suis dit mais est-ce que déjà ils tiennent en place, tu vois. C'est donc Western Australia, moi écoute, moi à chaque de l'expérience on en a vu un paquet des bagnoles, hein. On en a vu facilement une trentaine facile. Et dès que c'était une Western Australia, je disais est-ce qu'on y va vraiment, parce qu'on sait que ce sera enfin voilà, en gros c'est vraiment tous les mecs qui achètent ça, c'est des backpackers ça fait 10 fois qu'ils font le tour de l'Australie, la voiture n'a jamais passé un contrôle technique, et donc c'est pour moi c'est le mauvais plan. Après si vous avez un petit budget, peut-être que c'est le bon plan, mais c'est vraiment des fois en plus elles sont même pas moins chères.
Après, vous pouvez aussi peut-être demander à la personne de faire la Roadworthiness Ouais, Certificate. le En contrôle gros, c'est technique en gros. RWC, c'est le contrôle technique là qui est obligatoire au Victoria, mais pas pour tous les États. Et si la personne refuse catégoriquement, c'est vraiment qu'il y a sûrement un problème et qu'elle le sait, qu'elle n'a pas envie que vous le sachiez en tant qu'acheteur. Donc à éviter quand la personne ne veut vraiment pas faire un contrôle technique. Ouais, quand la personne ne veut pas faire le contrôle technique, ça sent très mauvais. Et aussi quand la voiture elle a été lavée, c'est très mauvais parce que nous c'est ce qui est arrivé hier, avant-hier, on a vu une voiture, elle a été lavée et du coup comment je vérifie que le moteur fuit pas? Parce qu'en fait, du coup, elle dégouline d'eau. Et après, tu sais pas si c'est de l'huile, c'est de l'eau. Ça sent mauvais, le moteur, il est trop propre. Ça sent mauvais. Dès que c'est trop propre, moi, je prends pas. Celle-ci. Mais il y a aussi l'inverse. Dès que c'est vraiment très très sale et tout, on se dit que peut-être la personne s'est mal occupée de la voiture. Parce que si c'est même pas très bien organiser son intérieur, faire que ce soit un minimum propre, on se dit oh là là, comment il a conduit sa voiture. Voilà, l'entretien, il y a deux choses qui sont très importantes, c'est le kilométrage de la voiture et évidemment son entretien. Donc en fonction de... il faut vraiment regarder l'entretien, si le mec il a tous les pneus, quand est-ce que ça a été changé les pneus, comment ça... tous les papiers, s'il a tous les papiers, tout va bien. S'il n'y a pas de papier, c'est encore anguille sous roche. Quand les mecs te disent ah, il n'y a pas de problème, je connais, je ramène mon j'ai un ami qui a checké la voiture, je te promets, et c'est un mécanicien en or, et tu fais ils sont où les papiers, mais c'est mon ami, il a pas fait de papier. Bon, c'est bon, tu peux laisser tomber. Donc voilà, donc ça, on va parler un peu plus des Rego en détail maintenant. Nous, les Rego qu'on regardait le plus, c'était donc Victoria parce qu'il y avait le contrôle technique. On est à Melbourne, donc c'est l'état du Victoria, donc il n'y avait pas de problème de transfert et tout. Et après, on a eu pas mal la Rego de Sydney. La NSW, New South Wales, qui pour nous c'était pas trop embêtant parce qu'en gros, pour faire le transfert, on est obligé d'aller sur place dans l'état. Ça c'est super chiant, c'est-à-dire que si vous achetez une voiture de Sydney, il faut aller dans l'état de Sydney pour faire le transfert. Donc ça c'était chiant. Le transfert en fait c'est le changement de nom. Voilà, le changement de nom, donc le changement de propriétaire, il doit être fait dans l'état de Sydney forcément. Donc voilà, il y a des fois où il faut le faire en ligne, c'est possible en ligne des fois, et il y a des fois où il faut être dans l'état. Donc par exemple, nous, ça ne nous dérangeait pas trop, parce que depuis Melbourne à l'état de Sydney, en fait, finalement, il y a 3 heures de route, 3-4 heures de route, donc on aurait pu par exemple acheter et faire le transfert, et après il aurait fallu faire 4 heures de route pour faire l'actuel transfert, valider le transfert avec l'administration. Après, il faut savoir qu'on a 14 jours pour le faire, donc ça allait depuis Melbourne pour aller jusqu'à Sydney. En 14 jours, c'était faisable. Voilà, c'est faisable, mais c'est vrai que du coup, si vous avez prévu de partir sur la côte sud, déjà vous savez que par exemple, à Sydney, c'est pas bon. Par contre, si vous commencez à Sydney, vous pouvez prendre du coup des plaques à Sydney, il n'y a pas de souci. Et vous pouvez prendre aussi Victoria normalement, parce que le transfert est possible en ligne pour Victoria. C'est ça, hein. Pour Victoria, le transfert en fait peut se faire en ligne si le vendeur envoie un papier spécial. Donc, il faut demander au vendeur de faire une manipulation en plus, Au final, nous déjà, on voulait vraiment pas acheter une poubelle, on voulait de toute façon on va faire le tour de l'Australie. Ça sera notre maison, voilà, etc. Et puis on va faire du off-road, etc. On veut pas une poubelle, Donc nous, on a été tout simplement pour le Victoria parce qu'on savait déjà que du coup on a acheté un Australien, nous. On n'a pas acheté des backpackers parce que forcément si tu achètes un backpacker, la voiture elle a fait au moins une fois le tour de l'Australie, tu sais pas combien de fois. Donc tu vois, quand tu achètes à des backpackers, généralement les kilométrages sont vachement élevés. Donc voilà, donc du coup c'est un compromis évidemment. Soit vous achetez un backpacker, il y a beaucoup de kilométrage, mais par contre elle est déjà installée la voiture. C'est-à-dire que il y a tout l'équipement, il y a le lit, il y a la rooftop souvent, voilà. Et sinon, nous on l'a acheté un Australien, donc ça nous a coûté moins cher. Il y a un meilleur kilométrage, la voiture elle est dans un meilleur état parce que globalement elle a fait métro boulot dodo pendant les 2 dernières années, donc pas de problème. Et par contre on a l'aménagé complètement par nous-mêmes. Mais au moins ça nous laisse plus de choix sur ce qu'on veut mettre dedans et avoir le moins de poids possible parce que des fois il y a des personnes qui vraiment on a l'impression qui stockent énormément de choses qu'ils utilisent pas finalement Ouais, voilà. Après nous on fait des choix. Là le problème c'est qu'évidemment on n'a pas encore utilisé la voiture,
Donc on ne sait pas à quel point on a besoin de confort finalement. Ouais. Mais aujourd'hui, j'ai l'impression qu'il y a pas mal comment ça s'appelle, de backpackers. Quand on voit leur voiture, on a l'impression qu'ils ont des grosses rouftantes énormes. Alors évidemment, alors ça prend beaucoup de poids, Ouais. ça rajoute beaucoup de consommation d'essence du coup, etc. Et nous, par exemple, c'est pas un compromis aujourd'hui qu'on voulait faire. Ouais. La rouftante, c'est pas ce qu'on pense, mais si ça se trouve dans deux mois, on dira oh, mon Dieu, il faut qu'on s'achète une rouftante, on n'en peut plus. Ouais. Mais donc voilà, c'est à voir aussi. Qu'est-ce que vous voulez comme compromis? Qu'est-ce que vous voulez faire? Comment vous voulez faire votre voyage? Est-ce que vous voulez juste arriver à Melbourne, prendre n'importe quelle voiture et y aller? Dans ce cas, il faut prendre pas un backpacker. Si vous voulez faire les choses à votre manière, peut-être qu'il faut l'aménager vous. Mais alors du coup, il va falloir faire des cours d'électronique sur YouTube. Là, c'est ce que j'ai commencé à faire. Ouais. On va essayer d'avoir une seconde batterie, peut-être un panneau solaire. On va voir comment ça se passe. On va regarder un peu les prix, tout ça. Il va falloir que je me renseigne là-dessus. C'est un peu plus de boulot. Mais de toute façon, les prix sur Gumtree aussi reflète ça, c'est-à-dire que finalement une voiture de backpacker généralement c'est un peu plus cher et beaucoup plus de kilométrage. Donc ouais, du coup c'est à vous de voir aussi en fonction de ce que vous voulez. Oui, parce que la plupart aussi des backpackers, vu qu'ils gardent la voiture qu'un an, ils essayent de l'acheter à un prix et de la revendre au même prix. Mais bon, au fur et à mesure, il y a les kilomètres en plus, il y a évidemment la voiture elle vieillit. Ils font 40 000 km de plus et après ils essaient de la vendre à la même prix, qui après les autres prochains vont faire exactement la même chose. Donc c'est difficile de savoir si vraiment la voiture vaut ce prix-là ou pas. Et la plupart du temps, je pense que non. Non, souvent, moi je pense que... faut faire vraiment attention quand tu achètes un backpacker parce qu'il essaie de la revendre au prix qu'il l'a acheté. Pour pas perdre d'argent quoi finalement. Et sauf que généralement elle a fait 40 000 de plus, voilà. Et si c'est plusieurs générations de suite qui font ça, au final tu te retrouves avec une voiture qui vaut pas son prix. Ouais. Moi j'ai trouvé que chez les backpackers justement les voitures elles étaient vachement plus chères vraiment plus chères que les Australiens. Et un peu moins bien entretenues. Et puis voilà, moins bien entretenues. On voit que c'est en gros souvent c'est des grosses voitures qu'on n'a pas l'habitude de conduire. Donc souvent il y a des... Puis ils ont fait les kékés avec, ils ont été faire du off-road et tout ça. Voilà, il y a des pets sur les pare-brises, vérifiez bien ça. À chaque fois il y a des pets sur les pare-brises. Les Western Australia notamment, les mecs ils te vendent des voitures, il y a un énorme pet, mais alors quand je dis un pet c'est gros comme mon poing. Et ils me font ah ouais, on pensait c'est bon, c'est moins d'une pièce d'1 euro, on va aller chez Carglass, tu sais. Non mais n'importe quoi. Et attention parce que pour pas qu'on le voit, une fois une personne a ouvert le capot. Ouais. Comme ça se voyait pas, et puis après, quand on a voulu tester la voiture, on a remis le capot. Et évidemment, dès que gros comme ça. Tu mets le contact, tu sais, d'un coup tu te dis c'est bizarre, j'ai une merde dans l'œil. Au début, on croyait que c'était une crotte de pigeon tellement elle était grosse, mais non, voilà. C'était bien un pet. Donc attention à ça aussi, les gens essayent de vous focaliser sur les parties qui sont bien de leur voiture. Et surtout quand les gens commencent à vous dire tu veux pas la tester direct, non, tu dis non, je veux faire le tour, attendez, laissez-moi le temps. Il faut vraiment prendre le temps de faire ce que vous avez l'habitude de faire. Nous on a toujours à peu près la même... Alors, en gros le truc c'est que nous au départ on n'y connaissait rien et maintenant on a un peu... au fur et à mesure des visites, ouais, donc, du coup je vous conseille, nous ce qu'on a fait c'est que même il y a des voitures et au départ elles nous intéressaient pas, on a été quand même les faire juste pour chauffer, juste pour prendre pour la première fois, tirer la tige du moteur, vérifier l'huile, etc. Parce que si vous vous retrouvez sur une voiture qui vous plaît et vous savez pas la tester, vous savez pas qu'est-ce qu'il faut faire, ça va être un problème. Donc, on va vous donner justement la liste des choses que nous on checkait vachement. Mélanie a une checklist. Juste aussi pour être bien organisé, moi j'avais mon petit cahier là, je marquais le nom des gens, le type de voiture, combien elle coûtait, le nombre de kilométrage, si c'était une automatique, manuelle. Je me faisais déjà toute cette petite fiche de les infos qu'il y a sur Gumtree, voilà, avant d'arriver. Et après, je rajoutais toutes les questions qu'on se posait. Donc là, on va vous dire la technique, mais en gros, à chaque fois qu'on arrivait... À chaque fois qu'on arrivait, on savait quelle voiture on allait voir, on savait combien elle coûtait, si elle était négociable. Voilà, on avait regardé les prix des autres voitures équivalentes et tout, voilà. Et donc, on était au courant de qu'est-ce qui existait sur le marché, combien elle avait de kilomètres, c'était quoi ses défauts, les trucs qu'il fallait faire attention parce que ça n'avait pas été très précisé, etc. Des fois les gens ils rajoutent des fois aussi par exemple les mecs ils ont un panneau solaire, faut pas hésiter à dire au gars, surtout du coup s'il a un panneau solaire, tu lui fais ah ouais c'est quoi ce panneau solaire, il t'explique, tu lui dis c'est à combien de watts, tu connais rien en panneau solaire, mais à la fin du coup il te fait 150 watts, tu le marques et la prochaine fois que tu vas voir un gars tu lui dis c'est un 50 watts, il te fait ah non moi c'est un 70, il fait ah c'est mieux un 70, il fait ah ouais c'est mieux blablabla, et puis petit à petit tu deviens un expert du panneau solaire alors qu'en fait tu connaissais rien avant. Et attention, des personnes disent oui c'est moi qui ai tout installé et tout pour essayer de te faire vendre la voiture. Si c'est les Western Australia, non mais les gars... Parce qu'en gros ils disent oui
c'est moi qui ai tout installé, c'est moi qui ai tout fait, j'ai acheté la voiture à nu. Les mecs, ils font. C'est pas toujours vrai. Les mecs, en gros, ils essayent de te faire croire que c'est la première génération de backpacker. Ouais. Mais en fait, c'est simple. En tout cas, moi, c'est comme ça que je le détecte facilement. C'est l'électricité. Tu poses une question sur la deuxième batterie, etc. Et les mecs, souvent, ils te font ouais, c'est moi qui ai tout installé, blablabla. Et tu fais ok, ça marche comment ça? Et là, comment c'est relié, comment ça se charge. Enfin, je veux dire, si le couple, il est pas foutu de t'expliquer comment ça marche, alors qu'ils sont censés l'avoir installé, tu sais que déjà, en fait, c'est la troisième génération au moins de backpacker. Et puis tu vois de toute façon le kilométrage de la bagnole, tu sais déjà. Enfin, en fait, tu veux dire, faut pas être con. Quand tu vois que la voiture elle a 300 000 et qu'ils te disent on est les deuxièmes propriétaires, tu fais bon, tu fous pas un peu de ma gueule, tu vois. Donc voilà. Donc les questions qu'on pose la plupart du temps, c'est par exemple la consommation au litre pour 100 km. Nous on a vu sur Instagram, alors on sait pas encore, on n'est pas encore parti. Là on va voir la voiture bientôt. Que le budget essence s'était élevé, notamment sur la côte ouest où l'essence coûte plus cher. Oui, parce qu'il y a peu de stations essence et énormément de kilomètres à faire entre les différentes stations. Donc toujours avoir des jerrycans aussi, ils disaient de 20 litres la plupart du temps. Ouais, toujours avoir des jerrycans, toujours avoir une réserve, etc. Nous, on va avoir 2 tanks de gaz. Ça, c'est ce qu'on. Nous, c'est un des trucs qui nous a. Ouais. Pour moi, c'était important. Tout simplement qu'on ait deux gros réservoirs. Il y avait des modèles qui brûlaient du gaz, mais c'était pas. Apparemment, ça n'a pas l'air très bien. Souvent, c'est soit il y avait le pétrole qui merdait, soit c'était le gaz qui merdait. On a eu du mal à trouver une bonne voiture qui marchait et qui était 100% essence. Quand il y avait les deux types. Voilà. Et donc, la consommation de la voiture, je sais que c'est quelque chose qui coûte cher. Par contre, le truc, c'est qu'il nous faut. En tout cas, nous, on voulait faire la côte ouest et de ce qu'on a vu, il faut un 4x4. Donc les voitures que nous on a repérées et qui sont bien et qui sont recommandées par beaucoup de gens, alors on ne sait pas à quel point c'est vrai, etc. C'est en gros les Nissan Patrol. Ça, c'est en termes de, on va mettre l'échelle de qualité, on va dire. Tu as le Nissan Patrol, qui est le top. Voilà, évidemment le prix. Et le prix est hyper élevé. Tu as le Toyota Land Cruiser qui est c'est équivalent. En gros, c'est les deux modèles équivalents. Ça, c'est le top du 4x4. Et c'est des gros 4x4 énormes qui coûtent assez cher. Qui coûtent très très cher. Et après, il y a les modèles un peu plus économiques, il y en a 3. Il y a la grande Cherokee, qui est, par contre, que nous on sait qu'elle est connue, mais on l'a pas trouvée sur Gumtree, on en a jamais vu. Il n'y avait que 2 voitures. Et j'avais énormément de kilomètres. Et c'était pas des grandes Cherokees, me semble. Non, c'était des Cherokees. C'était juste des Cherokees. Alors justement, une Cherokee, une grande Cherokee, c'est pas la même chose. Pas la même chose, attention. Donc voilà, donc la grande Cherokee, elle peut faire le café, mais en tout cas, dans le Victoria, on n'en a pas trouvé. Après, il y a donc la Mitsubishi Pajero. Pajero, c'est ça. Donc ça, c'est plutôt pas mal. C'est une voiture qui est très très bien, qui est très très demandée, qui est très très dure. C'est celle en tout cas, c'est une qui nous est passée sous le nez, qui nous plaisait le plus, qui faisait le plus, c'était une Pajero. Donc celle-là, voilà. Et après, il y a la Toyota Land Cruiser Prado. Qui est en gros c'est l'équivalent des trucs. C'est en gros le Prado. En gros, c'est en gros le petit modèle du Land Cruiser. Voilà. Et donc du coup, ces 3 modèles-là sont à peu près équivalents. Donc voilà, du coup, dès qu'on a vu, en fait, moi je pense que maintenant, à partir du moment que vous voyez un de ces 3 modèles, une voiture bien entretenue, à un prix correct et avec un petit kilométrage, il faut foncer. Parce qu'il n'y en a pas beaucoup, faut se dépêcher. Évidemment faire attention aux entretiens qui ont été bien faits et tout, voir si la voiture n'a pas eu d'accident, etc. Mais vraiment, c'est les 3 lots, c'est il y a 5 modèles qui sont donc 2 très chers et 3 qui sont corrects, qui sont les modèles qui nous ont intéressés en tout cas parce que nous on voulait faire la côte ouest. À partir du moment où vous voulez juste faire la côte est, à mon avis, il faut tout et n'importe quoi, un van et tout ça. Il n'y a pas besoin forcément d'un 4x4 pour faire la côte est, d'après ce que j'ai compris. Mais pour la côte ouest, un 4x4 qui est pratiquement obligatoire. Si vous voulez faire les parties les plus sauvages, si vous voulez faire du parc naturel. Souvent, la plupart des gens disent c'est les parties qu'ils ont préférées. Donc nous, on voulait pas passer à côté, c'est pour ça qu'on est parti sur une Prado. Donc après, on va vous parler du coup de la to-do list, en gros de la checklist. C'est simple, faut voir les pilotes d'avion, même dans les missions spatiales, etc. Les mecs, c'est quoi leur outil d'organisation? C'est la checklist. C'est le truc bête et méchant parce que en vrai, vous allez en voir des voitures, il faut être les premiers, donc il faut arriver tôt le matin.
faut aller après répondre aux gens par SMS, etc. Ça fait des grosses journées, et puis des fois, en plus, les voitures, elles sont loin de Melbourne, elles sont comment dire, dans là où il y a les habitations. Ouais. Donc des fois, il faut prendre des trains, ça prend du temps, etc. Et puis il faut tester la voiture, et puis après on négocie les prix, ça fatigue vachement. Ouais. Ça fait des grosses journées, donc il faut avoir une checklist. Et après tu coches les cases, tu coches les cases, tu coches les cases. Ah oui, au fait aussi, pour faire une visite, la plupart du temps, nous, ça nous prenait une demi-heure ou une heure. Une heure, ça une dépend. demi-heure minimum. Ouais, si vous arrêtez, donc pour prévoir, et après pour... Parce qu'on la conduit et tout, donc on pose des questions d'abord, on fait bien le tour, donc ça dure bien 10 minutes, un quart d'heure, et puis après pour la conduite, on la conduit, on la teste bien un quart d'heure. Ouais. Bon après, si vous regardez les... Comment ça s'appelle, c'est quoi le sud, là, le truc du nord, là? Là, les poubelles. Le Western Australia, ouais, c'est à côté, c'est à gauche. Enfin bref, si vous voyez les Western Australia, vous pouvez faire 10 minutes faire le tour en 10 minutes et puis partir. Oui, aussi, voilà, si vous voyez vraiment que la voiture ne vous intéresse pas, vraiment, prenez pas le temps de faire les personnes sympathiques disant oui, ça m'intéresse et tout. Non, parce que nous, on a essayé de voir peut-être trop de voitures à un moment donné, on était un peu perdus après dans nos recherches, donc vaut mieux se focaliser vraiment sur ce que vous avez envie, sauf si vous voulez vous roder un peu sur comment poser des questions aux gens. Voilà, mais à partir du moment où vous êtes rodé, il faut commencer à arriver. Une fois, par exemple, il y a pas dernièrement, on a vu une Nissan Patrol. Ouais. On est arrivé, le mec, il met la clé, il n'arrivait pas à la démarrer. Bon, j'ai fait, excusez, merci de m'avoir, merci, on se casse quoi, voilà. Et la visite, elle a duré 30 secondes, j'ai même 9 000 € la bagnole qui ne démarre pas. 9 000 € la bagnole, attends, Nissan Patrol, 9 000 $9 aussi. 9 000 $, pardon. Ouais. Voilà, 9 000 $, et quand le mec n'arrivait pas à la démarrer, j'ai fait qu'est-ce que c'est que ça, voilà. Je veux dire, il y avait la petite fenêtre arrière de cassée. Enfin bref, c'était vraiment, il y a de tout, il y a vraiment de tout et de n'importe quoi, faites gaffe. Ouais. Faites attention au prix, et surtout perdez pas votre temps, c'est incroyable le nombre on a vu des poubelles et des poubelles et des poubelles. Et les gens nous recontactaient en disant vous n'êtes pas intéressés. Non mais c'est un truc de fou, ouais. C'est-à-dire que ceux qui vendent des poubelles, ils vous recontactent bien fort, alors que ceux qui ont des bonnes voitures, souvent ils vous disent désolé, je l'ai déjà vendu. C'est un truc de fou. Nous, souvent, donc, dès qu'on voit une voiture, on essaie de trucs et tout. On est là, on dit putain, on a le rendez-vous à 9h, et les mecs de 8h, le premier rendez-vous, ils la prennent et elle nous passe sous le nez, genre poup, et voilà, on l'a pu. Nous, il y avait une Mitsubishi Pajero, ouais, c'est ça qui nous plaisait bien. Parce qu'elle était bien installée. Elle était déjà installée. Celle-là, c'était pas c'était un Allemand, mais qui avait vécu en Australie, et il avait fait bien sa bagnole. Ouais. Et elle nous plaisait bien. Et évidemment, les mecs juste devant nous l'ont pris. Et donc là, pareil, la voiture qu'on a pris, on était les premiers de la journée, et on l'a pris. Et en gros, il a posté l'annonce à 22h le soir. 23h, je l'ai contacté par SMS. Il a dit ok pour qu'on se voit le lendemain matin à 9h. Et en gros à 10h les mecs étaient devant, et le mec m'a dit alors tu la prends ou c'est des gens qui vont la prendre, et on l'a pris. Voilà. Donc en gros vraiment les bonnes voitures, elles partent très vite tout de suite. Ouais. Et par contre les poubelles, vous allez voir, ils vont vous harceler en disant alors vous en pensez quoi, et on dit non, on n'est pas intéressé parce que par exemple les pneus touchent du truc, et après il fait ouais moi tu sais ça, je me suis habitué, tout ça. Ils vont vous baratiner, ils vont vous harceler. On peut baisser le prix aussi souvent après, bon si vous hésitez et tout comme ça vous pouvez faire baisser les prix, mais souvent ça vaut pas le coup. Ça vaut pas le coup parce que vous allez payer plus après de réparation. Non mais enfin il y a un moment c'est une poubelle, ça ne vaut plus rien. Et donc voilà, donc on va vous refaire la checklist. Je suis désolé si vous attendiez la checklist, là à chaque fois on vous fait mariner, on n'a pas fait exprès, on vous promet. Allez, la checklist, c'est parti. Donc nous on voulait plutôt une automatique. Ouais, parce que alors le problème c'est que je suis très mauvais conducteur. Oui, vous savez, en plus il faut conduire à droite. Hein. Bon, ça, il avait moi c'est bon, j'ai vécu au Japon pendant 2 ans, donc j'avais l'habitude de ça. Ouais. Mais par contre moi je suis pas à l'aise avec une automatique, une manuelle. Donc voilà. Avec la main gauche, c'est quand même un peu plus compliqué. Ouais, et moi en gros, le mec qui avait Mitsubishi, je lui fais confiance. Il avait une automatique, il a fait tout le tour de l'Australie sans problème. Ouais. Donc on dit des fois ouais, il faut que, les modes sur les 4x4 sont manuels, mais par contre la voiture se conduit en automatique, et normalement même un modèle de plus des années 2000 est capable de faire ça. Donc ouais, moi je cale en manuel. Je sais pas comment j'ai eu mon permis honnêtement.
Enfin, tu vois, j'ai eu mon permis, enfin en automatique c'est bon, j'avais un moteur diesel quand j'ai fait mon permis, ça m'a pas mal aidé parce que je pouvais plus caler avec un moteur diesel, mais c'est une catastrophe. Moi, une manuelle, impossible de conduire ça. Donc voilà, donc on regardait aussi si on pouvait passer d'un mode 2 roues motrices à un mode 4 roues motrices. Ouais, parce que comme on a dit, la consommation c'est important, et donc Voilà. de pouvoir passer en 2 roues motrices, ça permet de consommer un peu moins aussi, sur l'autoroute notamment, Ouais. donc, et en ville. Enfin bref, en gros, tout simplement, dès que vous faites pas du off-road, vous pouvez vous mettre en 2 roues motrices et cramer un peu moins. En off-road, justement, c'est obligatoire finalement d'avoir les 4 roues motrices, donc c'est important de voir si on peut faire vraiment les deux. Et ouais, des fois, on a vu un 4x4 et comment ça s'appelle, le levier marchait pas. Oui. Et donc, bref, vérifiez bien qu'on peut passer dans tous les modes. Voilà. Quand vous testez la voiture, vous demandez à passer sur les modes que vous voulez. Voilà, parce que sinon. Au minimum 2 roues et 4 roues motrices. Ouais, parce que si la voiture, justement, le 4x4 marchait que en 2 roues motrices, donc c'était deal breaker pour nous. On n'aurait pas pu faire de off-road avec ça. Voilà. Après, donc dis-moi. Après, regardez aussi un peu l'électricité qui est installée. Donc il faut regarder s'il y a des doubles batteries ou pas. La batterie aussi, la qualité, il faut voir si elle est neuve ou pas, à quel point elle est vieille. Souvent, on nous a dit, moi le problème que j'ai eu avec la bagnole, c'était la batterie qui a lâché. Souvent, énormément de gens ont la batterie qui a lâché en plein milieu de nulle part. Donc c'est important d'avoir de voir la gueule de la batterie tout simplement. Demander si elle a été changée récemment. Voilà, après il faut regarder les allumes-cigares pour avoir l'électricité. Et puis des fois. Demander si ça fonctionne bien aussi. Et puis tester, tout simplement. Venez peut-être avec votre allume-cigare avec 2 USB dessus et puis branchez votre téléphone et puis vous regardez. Et qu'est-ce que j'allais dire? Et puis si c'est des backpackers, souvent du coup il y a des fois il y a des panneaux solaires. Des panneaux solaires. Donc voilà, regardez demandez s'ils marchent, comment ça marche, comment etc. ça fonctionne et tout, parce qu'en plus si vous avez un problème après, vous saurez quand même comment le réparer. Même si j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de gens qui ne savent pas du tout. Souvent la première génération sûrement de backpackers ont fait ça bien, ils l'ont installé. Et puis après, les gens, ils utilisent le système sans savoir comment ça marche. Donc dès que ça tombe en panne, ils sont là. Donc du coup, est-ce que le système marche toujours? Si ça se trouve, le panneau solaire, il est là, il marche plus. Et puis personne l'a jamais décroché du toit. Et ça pèse du poids, et donc ça fait consommer plus d'essence. Donc assurez-vous que tout marche bien. Et voilà. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Mais l'électricité c'est important, en tout cas pour nous aussi on voulait faire du montage, etc. Donc on a un laptop dans la voiture et donc il faut pouvoir le charger. Donc nous c'était un critère important. Si vous avez juste des tablettes et des téléphones, normalement juste des allumes-cigares de base ça suffit. Donc voilà. Et puis si vous roulez, du coup ça va recharger au moment de rouler, donc il suffit juste de recharger les téléphones et puis d'avoir des batteries externes, de faire tout brancher au moment de rouler et ça devrait être bon. Donc voilà, ça dépend en fait de vos besoins en électricité, en fonction de si vous avez un laptop ou si vous avez juste des petites tablettes. Voilà. Après, on nous a dit aussi pour vérifier souvent la courroie de distribution. Ouais, donc c'est à partir de 1000 ou 200 000 tous les 100 000 km, il faut la changer. C'est ça, donc. Ou les 7 ans. Tous les 100 000 km ou les 7 ans, il faut changer la courroie de distribution. Donc regardez bien si elle était faite, parce que justement, il y a beaucoup de gens qui essayent de ne pas la remplacer, etc. Et puis il y a un moment, elle va lâcher. Enfin bref, il faut, ou alors du coup, ça va vous tomber dessus. C'est-à-dire que si par exemple, elle va être presque à 200 000 km. C'est-à-dire que la courroie, elle va passer les 300 000. Si vous achetez votre voiture là, à ce moment-là, au bout de 3 mois, il va falloir changer la courroie de distribution. Et ça, je sais pas combien ça coûte, mais à mon avis, c'est pas gratuit. Si on nous a bien dit de faire attention à ça. Si on nous a dit de faire attention, c'est qu'à mon avis, c'est un coût caché qu'il faut faire gaffe. Voilà. Après, dis-moi. Après, le pare-brise, vérifier s'il n'y a pas de pets, parce que souvent, même les fenêtres à l'arrière, des fois il y a des petits bouts qui manquent, donc on peut les ouvrir facilement, donc voler toutes vos affaires dans la voiture et tout. Vraiment bien vérifier toutes les fenêtres, si vous pouvez les ouvrir, les fermer. Toutes les portes aussi, vérifier si vous pouvez ouvrir, fermer toutes les portes. Elles peuvent tous se loquer, parce que s'il y a une porte qui marche pas, vous pouvez la fermer, mais que finalement quand vous fermez la voiture, elle reste ouverte. Bon le mec il va pouvoir rentrer quoi. C'est ça. Donc essayez de pouvoir sécuriser tous vos trucs. Ouais. Ok, après qu'est-ce qu'il y a d'autre? Après, quand vous démarrez la voiture, ce serait bien d'avoir une personne, enfin si vous êtes deux, le mieux c'est d'être 3, mais en fait, le problème c'est pas possible. Donc du coup il faut, généralement nous on ouvre le moteur déjà, on regarde comment il est. Avant de démarrer la voiture, on ouvre le capot. Super important, le mieux franchement c'est d'avoir la voiture à froid. Ça c'est le truc qui est un peu chiant, c'est que du coup si vous donnez rendez-vous, enfin si en gros vous donnez rendez-vous à quelqu'un et qu'il vient,
et ben du coup la voiture va être chaude et vous n'allez pas pouvoir tous tester. Donc du coup, tu arrives sur le moteur, déjà le premier truc que tu fais, c'est t'enlèves le capot, tu testes l'huile, tu regardes le bouchon et tu essaies de sentir un peu. De regarder les fuites. Ouais, tu regardes sous la voiture si ça fuit, etc. Tu regardes aussi si la voiture a été râpée en dessous. Ça c'est important. Tu regardes si la voiture elle a été rouillée aussi parce que la rouille il y en a souvent. Il y a beaucoup de rouille parce que les mecs qui font du off-road, les mecs ils passent bah, je sais pas de l'eau salée, ouais, tu sais ils vont sur la plage, sûrement il y a beaucoup de gens qui roulent sur la plage et après ils lavent pas la bagnole et elle rouille complètement en dessous. Et donc on a vu énormément de 4x4 et à mon avis ça veut dire de la casse rapidement quoi. Donc ça c'est vraiment pas bon, il faut vraiment faire checker ça. Et après quand on démarre la voiture, du coup il y en a un, le mieux moi ce que je fais, enfin, le mieux c'est de demander au gars qui te vend la voiture de démarrer la bagnole, un devant, un derrière, et donc du coup vous sentez le moteur et vous regardez de l'autre côté le pot d'échappement s'il est blanc ou si la fumée qui sort est blanc ou noir, il faut jeter. Blanc c'est que ça brûle de l'huile et noir c'est encore pire. Voilà, le pire, le noir vous pouvez dire merci et tu peux fermer les clés et c'est fini. Et vous sentez les moteurs. Vous sentez, et après vous lui demandez d'appuyer sur les gaz et vous regardez si ça se compacte. Se bouge aussi, tout ça. Parce qu'on a une fois c'était un moteur diesel, le problème c'est qu'on sait pas trop. Une fois il y avait un moteur diesel et alors ça vibrait de fou, mais c'était une grosse Nissan Patrol. Alors moi ça me paraissait de vibrer vachement, mais en même temps c'était un énorme V12, un truc comme ça. Et donc c'était compliqué de savoir. Là on savait pas, mais bon, des fois ça vibre, le moteur il fait un drôle de bruit, t'entends comment ça s'appelle. Tu sais, il y a une chaîne entre les différentes parois là, qui fait clac clac clac, et puis le moteur il ralentit, puis il réaccélère, et puis ralentit, réaccélère. Ça sent, pour moi, ça tique pas bien quoi. Donc faire attention aux odeurs, au bruit, au pot d'échappement, à la couleur de la fumée. Il faut pas de fumée normalement. On a vu dernièrement, on a vu une voiture. Alors moi du coup on s'était bien, moi c'est moi qui la conduisais. Mélanie était restée là. Parce qu'il n'y avait pas de place à l'arrière. Parce qu'en fait, il n'y avait pas de place à l'arrière parce qu'il y avait tous leurs trucs à l'arrière. Donc j'ai juste fait un petit tour et dès que j'ai démarré, elle m'a dit, Mélanie, elle me fait, il y a de la fumée blanche, la voiture brûle de l'huile. Donc il y a des fuites d'huile. Donc on se casse. Voilà. Donc voilà, faut faire gaffe. Après, vous pouvez peut-être aussi négocier les prix pour faire la réparation, mais s'il y a des fuites d'huile, c'est-à-dire que la voiture est assez vieille. Je sais pas trop, c'est-à-dire qu'il y a de l'huile qui rentre dans les pistons et tout. Je veux dire, c'est des problèmes moteurs, ça. Moi, je pense pas que ce soit gratuit. Je suis pas. Alors, avant qu'on soit arrivé, c'est ma première voiture que j'ai achetée. Donc, les conseils sont évidemment à prendre avec des pincettes. C'est comment on a fait nous, et on vous donne nos conseils pour pas que vous fassiez des erreurs qu'on aurait pu faire et qu'on pense avoir évité. On a parlé à beaucoup de gens finalement qui avaient déjà acheté leur voiture, qui ont dit... nous on a rencontré pas mal de backpackers en fait, tout simplement qui ont fait le tour de l'Australie et qui là finissent à Melbourne ou vont finir à Sydney. Et donc du coup on leur a demandé mais c'est quoi qu'il fallait regarder, etc. Donc on vous donne notre retour d'expérience pour que ça vous prenne pas autant de temps de trouver une voiture et que vous fassiez pas les... Après vous êtes peut-être des experts en mécanique, mais moi j'ai regardé des vidéos aussi sur YouTube sur comment checker un niveau d'huile de moteur, etc. Ah oui, aussi truc trop chiant, c'est que du coup souvent les voitures, les passes de parking, elles sont penchées, donc pour checker un niveau d'huile c'est pas possible. Donc du coup évidemment sur YouTube on vous montre comment faire, mais aussi ça marche pas bien dans la vraie vie. Mais quand c'est penché c'est bien parce qu'on peut voir les fuites aussi des fois. Normalement il faut faire tourner la voiture, mais bon souvent c'est difficile. Après au moment si par exemple vous avez une voiture qui vous plaît vraiment, vous pouvez essayer de la pencher dans tous les sens pour voir s'il y a des fuites. Demandez vraiment de faire un tour assez long, genre une demi-heure. Franchement, souvent on a pris la visite moyenne c'est 30 minutes et une voiture qui nous intéresse, on prend une heure et puis en une heure il faut se décider parce qu'après il y a des suivants qui arrivent en fait. Généralement ils espacent d'une heure les dates, il y a le créneau de 8 heures, le créneau de 9 heures, le créneau de 10 heures. Et poser beaucoup de questions comme ça, les gens... s'ils manquent sur un point, forcément, ils vont s'écrouler sur un truc, sur un détail, et tu vas revenir sur un truc en disant et après ils vont dire mais oui, mais truc. Mais souvent, en posant plein de questions, finalement, on arrive à faire ressortir la vérité. Pour moi, en tout cas, c'est important pour moi de savoir pourquoi le mec vend la voiture. Première question qu'on pose souvent, c'est bonjour et tout. Pourquoi vous vendez la voiture? C'est la première question que je commence à chaque fois, parce que je veux savoir sa motivation au gars. Si c'est parce que la voiture est pétée, on la veut pas. Et souvent, tu vois, quand c'est confus, parce que justement on essaie d'être les premiers,
Donc des fois, on est là, le mec a posté le truc, on est les premiers à voir le truc, on lui dit alors pourquoi tu vends la voiture, le mec fait il n'avait pas prévu cette question-là. Et là, bon bah tu sais déjà que tu peux partir quoi. Et si par contre du coup il dit ouais moi là du coup par exemple j'ai backpacké, là j'ai mon avion, le mec il te dit c'est le 14 février, tu retiens vite fait, tu fais ah ouais tu repars quand déjà, et si le mec te redit 14 février c'est bon tu vois. Si le mec te dit ouais c'est le 16, tu fais bon ok là il y a une douille tu vois. Et donc toujours avoir son petit cahier, prendre ses petites notes. Donc là, moi, on peut vous montrer, là, c'est un truc de fou, hein. Elle a fait des pages et des pages et des pages, les 40 voitures, elles sont toutes référencées là, avec les numéros de téléphone des propriétaires, etc. C'est de la folie. Et il n'y a que elle qui peut comprendre ça. Et donc voilà, mais c'est vachement bien parce que finalement, du coup, dès qu'on a été recontacté, dès qu'on avait le truc, pourquoi on a fait ça, ok, cette voiture-là, c'est une quoi? Une Nissan Patrol, ok, c'est laquelle la meilleure Nissan Patrol qu'on a vue, avec ce même kilométrage, etc. Qu'est-ce qui allait pas? Parce que du coup, souvent aussi, ce qui allait pas sur cette voiture-là, sur la prochaine voiture, c'est sûrement ça qu'il faut faire un gaffe, parce que si ça se trouve, ça ira pas non plus. Et du coup, on peut se faire un avis aussi de cette voiture avec ce kilométrage, combien elle vaut en moyenne, et pourquoi elle valait pas si cher, etc. Et donc, moi, je vous conseille de faire plein de visites, c'est ce qu'on a fait, pour pouvoir vous faire une idée du marché, de qu'est-ce qu'il y a sur le marché, et comme ça, dès que vous allez voir une voiture qui sort du lot, vous allez tout de suite le sentir quoi. C'est ça. Parce que nous, il y avait 2 voitures et donc on en a eu une, c'est bon. Il y en a une qu'on a laissé passer, on a un peu les boules. Et donc ouais, et ces 2-là, ça n'avait rien à voir avec toutes les autres. Les autres c'était des poubelles en comparaison, mais vraiment. En plus, le prix de ces 2-là n'était pas si exorbitant. Ça c'est un truc qui m'a surpris, ouais, c'est que des fois on voit par exemple des voitures à 12 000 € qui démarrent même pas. Et des fois il y a des voitures à 7 000 à 8 000 €. Pardon, c'est des dollars. C'est des dollars australiens. Ouais, pardon, désolé. Donc les 7-8 000 $ australiens. Et elles sont en parfait état de marche, elles ont tout qui marche bien, il y a tout qui est nickel, elles sont bien aménagées, elles sont propres, elles sont super. Il y avait des casiers avec des lockers, et tout, voilà, on peut fermer la clé. Donc vous fiez pas au prix, parce que... Il y en a qui mettent le prix juste, et d'autres qui essaient juste de vous douiller et vous avoir. Western Australia. Non, franchement, écoutez, moi voilà, j'ai rien contre les mecs qui ont acheté du Western australien, mais voilà, c'est acheté. Faites attention. C'est acheté par des backpackers, ça fait 18 générations, sans contrôle technique. Enfin, moi je pense que n'achetez pas ça. Voilà. Est-ce qu'on est bon sur la to-do list? On vérifie aussi à chaque fois l'air conditionneur. Ouais, il faut que donc. Pour clean et chauffage. Souvent le chaud ne marche pas. Alors en Australie c'est pas trop la mort, normalement il faut surtout que la clim marche, il faut bien tester ça, mais par exemple à Melbourne il fait un peu froid. Aussi si vous voulez faire la Tasmanie, il fait apparemment même l'été, donc là on est l'été, il fait 7 degrés la nuit, donc c'est quand même bien d'avoir le chauffage. Et puis on sait pas, évidemment moi je préfère quand même avoir le chauffage. Parce qu'on sait pas, on va dormir dans la voiture, donc on sait pas à quel point les nuits sont froides. Et donc moi je préfère avoir le chauffage, donc ça c'est un truc important à tester. Après, qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Après, ah oui, les voyants sur le tableau de bord. Ouais, parce que moi en fait, alors ça c'est un truc de fou, moi je démarre la bagnole, je mets déjà j'oublie d'enlever le frein à main, ça c'est le truc de base, tu vois. Et du coup, même s'il y a un gros truc sur le tableau de bord qui flash, moi j'ai tendance à pas le voir. Je le vois pas, c'est un truc de ouf. Hein. Et donc du coup, une fois c'est un truc ça m'a fait rire. Le mec il me fait, je démarre la voiture, il me fait ouais t'as vu il y a ce voyant, mais t'inquiète pas c'est pas grave. Et c'était le voyant du moteur. Donc il y avait un problème de moteur. Alors je sais pas si c'est un problème d'huile ou qu'est-ce qu'il y avait. Il me disait ouais c'est apparemment c'était comment ça s'appelle, le rejet de CO2 qui était trop élevé, etc. Enfin en gros il y avait un problème sur le moteur. Et moi, il aurait pas dit ça. J'aurais dit à Mélanie, ouais, pas de souci, elle roule bien. En plus, c'est un truc de fou parce qu'il y a énormément de voitures, quand on les démarrait, on entend que le moteur il va pas bien. Mais alors celle-là, j'avais rien vu. Pas de fumée blanche, pas de problème. Et moi, je dis à Mélanie, elle tique bien. Je commence à démarrer. Je suis ouais, elle roule bien. Elle roule bien, tout bien. Et d'un coup, il me fait, ouais, t'as vu le problème moteur? Je pense qu'on parlait en disant, ouais, elle tique bien. Ils se disent, le mec parlait pas français, du coup, on peut parler assez librement, du coup. Et le mec, il disait sûrement qu'il parle du moteur. En tout cas, il fait, ouais, tu sais le problème moteur, non mais c'est rien et tout. Je fais, ah oui, le voyant là, ouais, je l'avais vu. Je me suis dit, oh putain, j'avais pas vu le voyant. Donc voilà. Donc après, on a noté, regardez bien les voyants sur le. Pour moi, évidemment, peut-être vous n'avez peut-être pas besoin de marquer sur la checklist.
pare-brise, mais pour moi, il y a besoin de marquer est-ce qu'il n'y a pas de voyant, parce que sinon, moi, je conduis la voiture et tous les voyants qui disent attention, ça va exploser. Moi, je vois que dalle. On faisait aussi attention finalement aussi à l'huile, il y avait des niveaux. Ouais, les niveaux d'huile, donc il faut regarder, et puis c'est la température de l'huile surtout. Ouais, c'est ça. Si j'ai bien compris, en fait, je sais pas si j'ai toujours pas compris si c'était la pression de l'huile ou la température de l'huile, mais je crois que c'est la température de l'huile. Donc au départ, c'est froid évidemment, et puis petit à petit ça monte, mais il faut voir, pousser un peu la voiture et regarder si le niveau d'huile part pas comme un fou. Sinon vous allez avoir un problème de radiateur et des problèmes de. Enfin, c'est-à-dire que vous allez surchauffer parce que déjà on est à Melbourne là. Donc si le là, moteur, il fait pas très chaud. là il fait pas très chaud à Melbourne, donc si vous allez dans le désert et qu'il fait 45 degrés, le moteur il va un peu plus chauffer je pense. Donc vous avez intérêt à regarder bien faut regarder bien le radiateur avec comment ça s'appelle, le liquide de refroidissement. Ouais. Et donc vous regardez et généralement il est vert le liquide de refroidissement dans le radiateur. Vous enlevez le bouchon, vous regardez et si vous le voyez bien, bon c'est bon. Et puis regardez s'il n'y a pas des trous. Dans le radiateur, souvent ils sont un poil rouillés, mais en fait le problème c'est moi j'ai du mal à savoir si c'est rouillé ou si c'est du sable parce que c'est l'avant de la voiture, donc souvent c'est la poussière qui est là. Donc c'est pas le radiateur, c'est un truc que je sais pas exactement checker. Voilà. Mais en tout cas faites bien attention à ce que le moteur chauffe pas. Ouais, par exemple moi ce que je faisais, c'est qu'après d'avoir fait le tour pendant une demi-heure avec la bagnole, quand on pose les mains sur le capot et s'il est chaud on laisse tomber quoi. Ouais. Enfin voilà, il faut pas que ce soit trop chaud quoi. Voilà. Ouais. Et qu'est-ce qu'il y a d'autre aussi? Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ah oui, les clés pour les roues de secours ou pour les boîtes à gants, tout ça. Super important de demander la clé, surtout de la roue. Clés aussi. Ah oui, donc s'il y a 2 clés pour la voiture, mais aussi les clés de la roue de secours. Souvent ils les ont pas. Parce qu'ils les ont pas, mais alors du coup tu peux pas accéder à la roue de secours. Non mais donc du coup c'est fou, c'est-à-dire que du coup il y a une roue de secours que tu trimbales et le jour où tu crèves, tu peux pas la récupérer. Donc ça c'est pour nous c'était deal breaker parce qu'on savait qu'on allait faire la côte ouest, qu'on a beaucoup de gens qui nous ont parlé qu'ils avaient crevé sur la gravel road et donc on achète une K4 exprès pour pouvoir rouler sur ce type de route, mais si en plus quand on crève on se retrouve au milieu du désert avec une roue crevée, ça va pas du tout. Donc voilà, il faut demander est-ce qu'ils ont les clés pour la roue de secours. Et checker la roue de secours aussi, la qualité, parce que une fois par exemple il y avait c'était une Toyota Land Cruiser qui nous plaisait beaucoup. Et le truc qui s'est passé, c'est que pour passer le WAFI, donc le contrôle technique, ils avaient racheté qu'une seule roue. Ils avaient pris la roue de secours et ils avaient pris une vieille roue, ils l'avaient mis dans la roue de secours. Donc en gros la roue de secours elle était morte. Et après les 2 roues arrière c'était pas les mêmes. Il y en avait une, c'était celle de la roue de secours, donc qui était de bonne qualité. Et puis il y avait une autre roue qui était genre un vieux pneu random. Et donc elle nous plaisait bien, mais sauf que on savait déjà qu'il fallait changer les 4 pneus, enfin les 5 pneus même. Et les pneus sont très chers. Les pneus 4x4, faut vraiment faire attention. Faut pas se dire ah oui j'ai payé. Non, ça va être 800 balles facile. Les 4 pneus à mon avis ça va être 800 balles les pneus. Et encore c'est des pneus bas de prix quoi. Ouais voilà, c'est ça va être des secondes mains que vous allez pouvoir trouver. Donc des marques assez peu chères. Donc moi je pense que plutôt pour les 4 pneus, si vous mettez 1000 $, je pense que. Ouais, on va dire 1000 $. Mais je pense 1000 $ pour les 4 pneus. Donc regardez la gueule des pneus. Et évidemment si c'est des gravel pneus, comment ça s'appelle, gravel road, des pneus 4x4 quoi, des gros pneus, c'est plus cher que si ce sont des pneus ville. Et donc vérifiez bien aussi les pneus, la qualité des pneus parce que il y a souvent il faut regarder si bien sûr comment ça s'appelle, les sillons, la profondeur des sillons. Et aussi s'il y a les petits picots. Alors là s'il y a des petits picots normalement c'est que les pneus sont de très bonne qualité, vraiment neufs quoi pratiquement. Parce que c'est des petits picots. Vous voyez quand les pneus sont neufs, ils ont des petits pics sur au centre là souvent. Enfin bref, généralement quand les mecs vous disent les pneus sont neufs et qu'il n'y a pas de picots, tu fais déjà la voiture elle a un paquet elle a déjà roulé un paquet avec ces pneus là. Soit ils ont fait énormément de kilomètres en très peu de temps, soit ils mentent. Soit ils mentent, surtout ils Donc mentent. Il faut demander les papiers aussi, normalement ils ont les papiers. Ils doivent avoir les papiers normalement. Pour les roues, les changements. C'est un papier bleu, normalement bleu et jaune souvent. Je sais pas s'ils vont tous au même garagiste, en tout cas ils ont tous le même papier pour les changements de roue. Dans le Victoria. Et qu'est-ce que j'allais dire? Du coup les pneus, pour moi ça fait beaucoup à mon avis, plus c'est même. Franchement je pense que c'est le truc le plus important, plus que le gabarit du véhicule.
Enfin, je veux dire, le pneu, vraiment, c'est un truc pour la route. Enfin, si vous avez les pneus usés, vous avez beau avoir un 4x4, vous allez crever, quoi. C'est ça. Donc, c'est super important. Voilà. Donc aussi, si vous pouvez essayer de demander au propriétaire s'il a tous les accessoires pour enlever les roues. Ouais, avoir une croix, parce que des fois en plus il y a des sécurités sur les roues pour pas qu'on puisse piquer les roues. Ouais. Donc il faut leur demander les boulons, parce que si vous vous retrouvez encore une fois au milieu du désert, avoir crevé et puis il y a un boulon de sécurité que vous pouvez pas enlever, qu'est-ce que tu fais? Voilà. J'ai aucune idée moi. Ouais. Voilà. Et voilà. Est-ce qu'il y a d'autres trucs? Je sais pas, tu m'as coupé, je vais dire autre chose. Les boulons de sécurité. Ah oui, aussi, si vous avez, c'est bien d'avoir un truc pour dégonfler les pneus et les regonfler. Ouais, je sais plus comment ça s'appelle. Un compresseur, non? Compresseur peut-être. Ouais, ils en ont, généralement ça se branche soit directement sur la batterie, ça apparemment c'est le mieux. Et sinon il y en a qui branchent sur l'allume-cigare et ça permet de dégonfler ses pneus et de les regonfler. En un temps record quoi. Ouais, bah, c'est très rapide. Ouais, voilà. Et donc du coup ça permet dès que vous arrivez sur une dune, dès que vous arrivez sur une plage, de dégonfler ses pneus. Ouais. Si tu... Demander s'il y a ça, après je sais pas combien ça coûte. Ça, voilà, on sait pas trop combien ça coûte, mais ce serait bien, ouais, c'est bien de l'avoir quoi, au moins c'est à avoir quoi, voilà, c'est à acheter voilà, si vous voulez faire du off-road. Si vous voulez faire du off-road, achetez-vous une petite pelle aussi, et puis voilà, ça c'est sûr. Si vous avez besoin de... Et puis après, peut-être vous avez peut-être besoin... Enfin, après, je sais pas à quel point il y aura beaucoup de voitures, parce que sinon, il y a beaucoup de backpackers, ils ont déjà la petite pelle, ils ont déjà aussi les petites plaquettes pour sortir du sable, là, et etc. Donc au pire, si vous les avez pas, vous pouvez aussi déjà... Vous pouvez demander, et puis j'allais dire, de toute façon, nous on commence par exemple à Melbourne, on sait que le gros off-road, c'est à la côte ouest, donc il y a le temps de trouver tout ce matos, et puis à la côte ouest, du coup, forcément, il y aura ce matos disponible à l'achat, parce que tout le monde vit là et tout le monde a ça, quoi. Donc vous inquiétez pas trop, surtout, voilà, concentrez-vous plutôt. Moi, ça, c'est le truc qui m'a surpris quand je voyais beaucoup de backpackers, ils nous montraient surtout comment leur lit et leur cuisinière marchaient, alors qu'une cuisinière, ça coûte 10 balles. En gros, ça coûte 40 balles une cuisinière, avec une bouteille de gaz, c'est 40 balles en plus. Nous, on vient d'en trouver une à 10 € d'occasion, là, qu'on vient d'acheter un petit vieux. Donc en gros, les mecs, ils mettent, ça m'a surpris vachement, c'est que les backpackers mettent énormément en même temps, c'est peut-être pour eux, leur plus-value, c'est le fait que du coup, il n'y a pas besoin de s'installer, la voiture elle est équipée et il n'y a pas besoin de s'installer. Mais en vrai, ils vous montrent la vaisselle, ils vous montrent les couverts. Ça coûte 7 balles une casserole. Enfin, je veux dire, en gros, moi j'achète pas une voiture à 7000 balles pour la casserole. Enfin, ouais, donc du coup, après, moi c'est moi. Hein. Peut-être que j'imagine que ceux qui achètent beaucoup avec les backpackers aussi, c'est peut-être eux, c'est ce qu'ils recherchent. Ils cherchent peut-être une voiture prête à l'emploi. Ils sont peut-être rassurés de savoir que quelqu'un a déjà vécu un an avec dedans, et que donc ça marchait. Ils ont déjà le truc qui est bien rodé. Et qui marche et qu'ils vont avoir rien à acheter. Mais nous, personnellement, ça ne nous fait pas peur, ça. Et donc, ouais, c'est ça, un truc de fou. Enfin voilà, n'achetez pas une voiture parce qu'il y a un masque et un tuba vendu avec, quoi. Pour nous, c'est plus simple d'acheter tout ce qui est à l'intérieur que d'acheter une voiture. Racheter une voiture s'il y a trop de problèmes. Quoi. Donc concentrez-vous vachement sur le kilométrage, etc. Mais justement, je pense que les backpackers, ils ont des voitures avec des gros kilométrages, donc ils ne mettent pas ça en avant. Ils mettent en avant ils mettent en avant leur masque et tuba, leur casserole, leur planche de surf. Leur planche de surf, et voilà, et tu fais, ça te fait un peu rêver, mais t'es là en mode, bon, voilà, une plage de surf, je crois que ça coûte un peu d'argent, mais et leur roof tent, etc. Mais voilà, à part la roof tent qui coûte un peu d'argent, souvent les gens ils mettent vachement l'accent sur comment ils étaient organisés dans la voiture, alors que bon, vous avez trouvé votre propre organisation, ça c'est... Voilà. Donc nous on essayait aussi de chercher des voitures des années plus de 2000. Ouais, parce que ce qu'on a... déjà on voyait déjà tellement de poubelles de base que de toute façon les voitures quand elles ont plus de 20 ans déjà, enfin je veux dire à mon avis c'est encore plus dur de trouver quelque chose qui ressemble à quelque chose. Dès qu'on voyait en fait du 97-98, il y avait plus de 300 000 km, les moteurs faisaient beaucoup de bruit. Les moteurs faisaient beaucoup de bruit, il y avait eu pas mal déjà de changements dans la voiture, il y avait ça sentait des fois bizarre, il y avait des bruits bizarres, tout ça. Donc nous on s'est dit bon on va prendre quelque chose de plus récent, de plus cher, mais au moins, et encore des fois c'était moins cher. Mais les prix c'est un peu n'importe quoi. Ouais, il faut vraiment faire attention, il y a vraiment de tous les prix. Mais on s'est donné comme limite de prendre une voiture des années 2000, là on a choisi une 2002 et on pense que c'est plutôt pas mal.
on sait qu'il y a pas mal de gens qui ont été capables de faire le tour de l'Australie avec des voitures de 2002 justement, dont la Mitsubishi là, et La Pajero, la Pajero, voilà. Et donc on pense que c'est une bonne année. Évidemment, si vous voulez plus ouvrir récent, mieux c'est. Oui. Et puis voilà, mais après évidemment, généralement plus c'est un peu plus cher. Donc voilà, nous on est parti sur une 2002. Voilà. Donc voilà, écoutez, si vous voulez voir si ça s'est bien passé pour nous avec cette voiture, bah, c'est simple, vous suivez nos vidéos, vous vous abonnez et vous regardez tout simplement. Si vous regardez dans les titres, vous regardez on a crevé. S'il y a marqué on a crevé, c'est que nos conseils ils étaient pas bons. Et si vous voyez on a fait le tour, on a réussi, ça s'est super bien passé, bon bah c'est que vous pouvez suivre nos conseils. Voilà. Donc voilà, en tout cas merci d'avoir regardé cette vidéo. Est-ce qu'on est bon pour tout ça? Je pense qu'on est pas mal, ouais. Donc voilà, ouais, je pense que la vidéo elle a duré 1 heure, donc désolé pour avoir pris du temps. Nous c'est vrai que ça nous a pris 1 mois d'apprendre tout ça, donc j'espère que dans cette... Alors là pour le coup c'est beaucoup de temps, on a réussi à tout vous donner, tout vous transmettre pour vous aider vous. Et n'hésitez pas, si vous partez en Australie, à vous abonner à la chaîne. Si vous voulez suivre nos aventures aussi, à vous abonner à la chaîne. On essaiera de vous donner d'autres conseils. Ouais, et puis peut-être que du coup on fera des updates sur nos conseils si on s'est viandé. Donc voilà, on va essayer de vous tenir au courant de tout, de tout ça. Et donc notre but tout simplement nous c'est de vivre l'expérience de l'Australie à fond. Et puis de vous partager ça, et puis de vous éviter de faire les mêmes nos erreurs, et puis et de vous apprendre ce qu'on a appris pour que vous puissiez aussi vous-même en profiter par la suite si vous voulez partir. Donc voilà, je vous fais des gros bisous, prenez soin de vous, allez plus. Salut.